Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Vous l'avez entendu, aujourd'hui débutent les assises du journalisme à Tours avec un constat inquiet, notamment sur la presse écrite qui est dit ces assises du journalisme au bord du gouffre avec 12 titres de presse qui sont aujourd'hui concernés par des suppressions de postes. Dans quel état est le journalisme aujourd'hui et quel journalisme pour demain? Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux personnes issues de Mediapart. Edwy Plenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien directeur et cofondateur du site Mediapart. Vous avez notamment publié Se tenir droit, 12 portraits pour une politique sensible. Et puis Karine Fouteau, bonjour. Bonjour. C'est vous qui succédez aujourd'hui à Edwy Plenel. Vous êtes donc journaliste, présidente et directrice de publication de Mediapart. On vous doit notamment Immigrés sous contrôle avec Daniel Lechac et Romy Riverain, une politique municipale de la race. Karine Fouteau, votre regard sur l'état de la presse aujourd'hui? C'est un regard inquiet, puisqu'effectivement la presse fait face, et les médias d'une manière générale font face à un défi très important qui est celui de la concentration des médias dans la main de quelques milliardaires. Des milliardaires de l'armement, du luxe, du BTP et d'autres encore, qui donc concentrent tous les pouvoirs et par ce fait étouffent la presse indépendante locale. Donc avec des effets qui sont désastreux potentiellement en termes de liberté de la presse, de pluralisme et donc un danger pour la démocratie. Avec par ailleurs un phénomène qui s'ajoute, qui est que les aides publiques de l'État sont très mal réparties entre les titres de presse. Pourquoi mal réparties? Elles vont en priorité aux plus riches, aux plus forts. Les derniers éléments dont on dispose montrent que Bernard Arnault a été le plus gros bénéficiaire des aides publiques à la presse. Alors je crois que c'était pas en 2023, c'était en 2022, les chiffres dont on dispose. C'est un problème. 14 millions d'euros pour ce patron de presse, qui est plutôt en fait un patron industriel. C'est un problème parce que c'est de l'argent qui ne va pas à des titres qui en auraient besoin, des titres émergents, qui investissent réellement dans la presse et qui en ont besoin pour démarrer, pour s'adapter aux nouvelles technologies et pour, encore une fois, assurer une forme de diversité, de pluralisme de l'information. Oui, parce que je me suis dit, Karine Fouteau, qu'en fait, en dehors donc de Mediapart, bien sûr, il y a le Canard enchaîné, il y a Charlie Hebdo. Je dois oublier un ou deux autres titres de presse importants, si j'ose dire, qui n'appartiennent pas à un groupe industriel ou à un oligarque qui utiliserait ainsi de la love money, comme on dit, pour financer de la presse. Vous êtes l'un des derniers organes indépendants. C'est notre force totale. Mediapart est indépendant de tous les pouvoirs politiques et économiques. Ça veut dire que nous sommes un journal sans publicité, sans aide publique et sans actionnaires milliardaires, et d'ailleurs sans actionnaires tout court, puisque depuis 2019, nous sommes chapeautés par une fondation à but non lucratif. Et donc ça veut dire que nous sommes vraiment garantis 100%, sans censure, sans autocensure. Évidemment, ça nous distingue complètement. Et nous pensons qu'on a un rôle d'entraînement à jouer, notamment dans la presse locale, pour inciter le plus possible les médias, les éditeurs de presse, à se rendre le plus indépendant possible de tous les pouvoirs. C'est notre force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les mains, comme ça a été le cas là, de la Provence. Visiblement, Saadé est revenu en arrière dans le fait de mettre en retrait le directeur. Celui-ci a racheté la Provence. Tout à fait. Était, semble-t-il, mécontent d'une une et aurait voulu... Est intervenu directement pour essayer de mettre en retrait le directeur éditorial, et grâce à la mobilisation des équipes, grâce à une grève en vérité, et donc aussi une mauvaise communication qui s'est faite autour de ça pour lui, il est revenu en arrière. Mais ce que je veux dire, ce qui est important de savoir, c'est que les rédactions, quelles que soient les situations, y compris dans des situations de contrôle par des médias, doivent absolument garantir leur autonomie et donc s'assurer qu'elles peuvent agir en toute liberté. Et ça s'obtient par le fait que les directeurs éditoriaux sont nommés par
l'équipe des journalistes et non pas uniquement à la main des actionnaires. Edwy Plenel, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de fatalité et c'est ce que montre à tout le monde, au public et aux professionnels, le succès de Mediapart. Mediapart a 16 ans, Mediapart est rentable depuis 13 années consécutives, une rentabilité qui est due aux abonnés, au public, avec une rentabilité conséquente. Et un résultat de 16% pratiquement l'année passée. Et il n'y a pas de fatalité parce que ce que vient de décrire Karine Fouteau, qui est la génération qui a fait le succès de Mediapart, c'est ce que le fondateur du Monde appelait la presse d'industrie. Dans une célèbre conférence, Hubert Beuve-Méry sur la presse et l'argent disait « On est une industrie, il vaut mieux être rentable, c'est la garantie de l'indépendance et nous le prouvons. » La presse d'industrie, c'est autre chose. C'est des industriels extérieurs au métier de l'information qui vous rachètent, ils vous laisseront faire votre travail tant que vous ne dérangerez pas leurs intérêts et les intérêts de leurs amis. Toutes les interventions, soit soft, soit brutales, qu'illustrent de Bernard Arnault en passant par Saadé qui vient d'être cité jusqu'à Bolloré de manière hyper violente, l'illustre. Et donc, ces industriels qui font de l'argent ailleurs, ils s'achètent de l'influence, mais ils détruisent la valeur des journaux. Ils détruisent la valeur des médias. Ce n'est pas seulement la question des aides publiques qu'ils touchent pour combler leurs pertes. J'ai les chiffres. Le Parisien, Monsieur Bernard Arnault, il met 83 millions en 2018, il remet 25 millions en 2022. Libération, 14 millions, Monsieur Kretinsky, en 2022. Il doit remettre entre 12 et 14 millions en 2023. Mais même les chaînes de Monsieur Bolloré, qui font tant débat, elles ne sont pas rentables comme la lettre l'a prouvé. C'est-à-dire, ces gens abîment la démocratie et détruisent en même temps la valeur de leurs entreprises. Donc la clé de ce que nous avons voulu faire, au-delà du numérique, on en parlera, et d'un journal participatif, d'un journal lié à son public, d'un journalisme d'impact, d'un journalisme au service de l'intérêt général, ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'en faisant un média, un journal, d'ailleurs nous on dit c'est un journal, hein, nous sommes un journal en ligne, sans fil à la patte, eh bien on peut créer de la valeur et redonner confiance dans ce métier. Mais les chiffres que vous donniez pour le Parisien, je l'ai par exemple à côté de moi, ou pour la Libération, montrent aussi peut-être, Edwy Plenel, que aujourd'hui il est compliqué avec un journal papier par exemple d'être rentable. Mais ils sont sur le numérique. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 3e quotidien Mediapart, puisque le bon critère, c'est pas le papier. Le bon critère, c'est l'abonnement numérique, la vente des journaux papier quotidiens, puisque notre domaine n'est pas celui que vous citiez, le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo, c'est la presse quotidienne, généraliste, hein, cet agenda chaque jour, hein, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité. La vente du papier, elle circule dans les rédactions et elle circule dans les ministères, elle est totalement résiduelle aujourd'hui. Le critère, c'est l'abonnement numérique. En 16 ans, Mediapart est devenu le 3e quotidien généraliste français avec plus de 220 000 abonnés. Le Figaro en a quelques 300 000 et Le Monde en dit en avoir quelques 500 000. Quand je dis en dit, puisqu'ils ont fait des accords, on en parlera peut-être avec les plateformes, avec les GAFAM, avec Google. C'est-à-dire, ce n'est pas des abonnements purs, j'allais dire, c'est des abonnements avec des données qui vont dans ces multinationales. Donc, je le redis, tout le monde est sur le numérique. La question n'est pas l'alibi du papier en disant on a des problèmes avec le papier. Le problème, c'est comment on mobilise des rédactions. Car ce que disait Karine, l'indépendance des rédactions, c'est se sentir totalement comptable de la valeur de son travail. Il n'y a pas un mécène derrière, il n'y a pas des aides publiques, il n'y a pas. C'est soi-même. Et ça crée des dynamiques. C'est ça le succès de ce qu'a fait l'équipe de Mediapart. Bon, mais Karine Fouteau, au Monde, par exemple, les journalistes sont indépendants aujourd'hui. Non, mais sans doute, hein, on n'est pas là à Mediapart pour donner des bons points ou des mauvais points. D'ailleurs, en l'occurrence, il se trouve qu'au Monde, les journalistes élisent, enfin nomment leur directeur éditorial. Donc ça fait partie des journaux qui ont mis en place ce principe qu'on voudrait voir amplifié, qu'on voudrait voir mis en place partout pour l'ensemble des rédactions en France.
Mais le monde, d'une certaine manière, se met dans une autre difficulté en signant des accords, et notamment là, on vient de voir l'accord signé Pourquoi c'est avec une difficulté pour vous? Mais c'est une difficulté. Mediapart, par exemple, ne signera jamais d'accord commercial privé avec soit une plateforme comme Google, soit l'IA, enfin une entreprise qui fabrique de l'intelligence artificielle. Il n'en est pas question, puisque c'est se mettre dans la main de ces entreprises. Aujourd'hui, ces géants de la tech sont plus puissants que des États, que certains États. Et donc, il faut que nous restions, on en revient toujours à la même chose, à la question de notre indépendance. Il faut que nous restions absolument indépendants de tous ces pouvoirs. Est-ce que c'est possible de rester indépendant sans vouloir croître de trop dans ces conditions? Est-ce qu'on ne risque pas d'être balayé par... Il faut faire confiance en notre modèle et en nos informations. En fait, Mediapart attire toujours de nouveaux lecteurs par la force, la qualité de ces informations. Nous sommes un journal qui produit de l'impact. Nous sommes un journal qui est là pour dire aux gens, regardez, le journalisme est utile. Nous, journalistes, nous servons à quelque chose. Quand nous publions des informations, ça peut faire bouger les lignes. Alors, malheureusement, ça ne fait pas bouger les lignes systématiquement, mais ça peut le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on attire de nouveaux lecteurs. Karine Fouteau, Edwy Plenel, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On continue d'évoquer non seulement Mediapart, mais aussi le journalisme aujourd'hui, la manière dont il se porte mal, plutôt en France. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h22, les assises du journalisme à Tours débutent avec un constat sombre, avec de nombreux titres de presse en difficulté. Et puis, il y a un titre de presse qui se porte plutôt bien qu'il soit indépendant. C'est Mediapart. Karine Fouteau, vous êtes journaliste et vous êtes la nouvelle présidente et directrice de publication de Mediapart depuis mars. Edwy Plenel, vous êtes l'ancien directeur et cofondateur du site Mediapart. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie. Effectivement, moi je suis très sensible à cette chronique parce que j'ai suivi les questions migratoires pendant 10 ans à Mediapart. Et donc j'ai vu cette banalisation des idées de l'extrême droite et de l'extrême droite. Et donc ce côté diffusion des idées, le RN qui est copié par LR, qui est copié par la Macronie. Et effectivement, là le dernier exemple en date, c'est la loi sur l'immigration qui a été votée. Heureusement que certaines hautes instances de ce pays ont retoqué certaines des mesures les plus extrémistes. Mais aussi, je pense à l'annonce d'Emmanuel Macron sur la fin du droit du sol à Mayotte. On sent que les digues sont en train de céder les unes après les autres. Et évidemment, c'est un danger maximum pour la démocratie française. À Mediapart, on se met en ordre de marche pour tout faire journalistiquement pour empêcher l'accession du RN au pouvoir en 2027. On renforce nos capacités d'enquête sur l'extrême droite. On vient de créer une nouvelle newsletter qui s'appelle In Extremis, qui rassemble tous nos contenus sur l'extrême droite. Et évidemment, ça nous paraît être la priorité pour nous d'être en ordre de marche et pour faire face. Mais vous avez l'impression que ça fonctionne parce qu'il y a un livre qui a été publié sous la signature de Camille Vigogne, Les Rapaces. Ce livre est une charge violente sur le degré de corruption de certains élus du Rassemblement national, en l'occurrence David Racheline, qui est maire de Fréjus. Et on a l'impression que ça ne fait pas sens, en tout cas, ça ne modifie pas la donne politique. La donne, on peut la changer par l'enquête et effectivement en racontant les influences politiques, les financements par exemple. Je pense que c'est un très bon biais pour entrer dans cette question. Mediapart est l'un des premiers journaux à avoir publié des enquêtes sur l'argent russe du FN, à ce moment-là devenu RN. Enquête qui démarre en 2014, qui est signée par Karl Aske et Marine Turki. Journalisme d'impact, je vous en parlais, puisque en 2017 a été votée une loi qui, depuis lors, interdit le financement des partis hors de l'Union européenne. Bon, c'est intéressant. Donc oui, je pense qu'il y a des manières. De toute façon, nous ne devons pas renoncer, et c'est par l'information que nous y arriverons. Edwy Plenel. Nous faisons notre travail pour mobiliser la société. Nos informations mobilisent la société. Mais la chronique de Jean Lémarie est tout à fait pertinente sur cette longue durée. Et j'en suis témoin, moi aussi.
Il n'y a pas de fatalité à l'ascension de l'extrême droite. Le problème n'est pas l'extrême droite. Elle a ses traditions militantes, elle a ses traditions intellectuelles, elle a ses laboratoires, elle a ses réseaux. Le problème, c'est ceux qui lui font la courte échelle. C'est bien ça que met en évidence cette chronique. Quand il y a 34 ans, la droite parle le langage du Front National, elle lui fait pas barrage. Elle lui fait la courte échelle. Quand M. Macron parle d'identité française et d'identité nationale à valeur actuelle, il ne fait pas barrage, il lui fait la courte échelle. Quand il brutalise le Parlement pour faire voter cette loi indigne, nous avons écrit, le macronisme s'est aligné sur un lepénisme avec cette loi en faisant sauter justement la barrière sur la préférence nationale. Donc la question, elle est posée à toutes ces forces politiques pour lesquelles nous avons voté, Jacques Chirac, Emmanuel Macron, de reprise, pour faire barrage, et qui, loin de faire barrage, leur font la courte échelle. Jean Lémarie. Mais la question de l'immigration, la question de fond, elle, est toujours là. Alors, Karine Fouteau. On a besoin de rationalité sur ces questions-là. En fait, la question, c'est celle de l'instrumentalisation. On en parlait, vous en parliez dans votre chronique. Et aujourd'hui, il y a des faits, il y a des faits qui sont là face à nous, des personnes qui arrivent en France selon des mouvements qui sont liés au mouvement du monde. Et la France a évidemment les capacités d'accueillir des étrangers, des immigrés. D'ailleurs, la France est un pays multiculturel. Les représentants d'extrême droite ou de LR ou même pour certains de la Macronie auront beau le refuser, la France, depuis le 19e siècle, est un pays, une terre d'échange, un creuset français. Je vous réfère au livre de Gérard Noiriel qui raconte très bien ces questions migratoires. Nous avons les moyens. La question migratoire, c'est une richesse pour la France. Et donc, à nous de savoir comment accueillir les personnes qui arrivent sur notre territoire. Et donc, en tant que journaliste, il faut rapporter des faits et de la rationalité face à un débat qui est systématiquement hystérisé. Bon, mais justement, Edwy Plenel, ce mouvement, il est aussi dirigé contre les journalistes, contre une certaine forme de journalisme dit mainstream, contre une certaine manière de considérer que ces journalistes représentent finalement le pouvoir établi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était quelque chose qui n'existait pas il y a 16 ans lorsque vous avez créé Mediapart. De quel mouvement vous parlez? L'extrême droite et plus largement un certain nombre de phénomènes qui se développent sur les réseaux sociaux et qui s'en prennent à des choses que vous et moi incarnons, c'est-à-dire le journalisme dit mainstream. Oui, moi je pense que le problème n'est aujourd'hui ce qui a changé, vous me demandez, en 16 ans. La question qui est nouvelle et qui n'est pas que les réseaux sociaux, elle est au cœur du système médiatique. C'est la question du rapport à la vérité. On a des sensibilités différentes, mais ce qui nous rassemble professionnellement, c'est qu'un fait recoupé, sourcé, documenté, nous produisons des informations. Le propre du journalisme n'est pas son opinion, c'est de produire des informations, puis après il y a un débat public. Aujourd'hui, au cœur du système médiatique, nous avons des médias qui sont des médias d'opinion au point d'aller jusqu'aux fausses nouvelles. Et cela contamine tout le système, comme une pomme pourrie dans un panier de pommes, le contamine. Vous en avez eu un exemple anecdotique avec cette histoire totalement folle de la sœur de Monsieur Dupont de Ligonnès. Je ne parle même pas de la Russie, mais de cette histoire folle de cette dame qui, sur procès verbal, dit qu'elle est enceinte de Lucifer et qui est reçue jusqu'au service public de télévision sur une histoire totalement démentielle. Donc une perte de rapport au réel, à la raison. Et avec derrière des opinions, je parle évidemment des chaînes du groupe Bolloré, qui sont des opinions qui leur valent toutes sortes d'amendes, mais c'est beaucoup plus grave. Ce sont des opinions de haine, ce sont des opinions de violence. Pour moi, c'est qui est dans le débat public des gens comme au Café du Commerce qui disent des choses et on le voit à travers les réseaux sociaux. C'est une chose. Mais ce qui est très grave, c'est quand vous avez des grands médias ouvert, radio, télévision, qui démultiplie tout ça. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau? Parce que avant il y avait Minute, avant, il y avait une presse d'extrême droite. Peut-être que le Figaro magazine incarnait cela à l'époque de Louis Pauwels, avec aussi d'ailleurs un clin d'œil vers des thèses irrationalistes. Est-ce que
tout cela, la différence, vous alliez acheter le Figaro ou Minute, vous branchez votre radio ou ce qui vous permet d'écouter la radio ou la télévision et vous tombez, et c'est le débat qui est posé à l'Arcom et qui est posé par la commission parlementaire actuellement, est-ce que un canal public, qui est un bien public, peut être confié à des opérateurs qui violent totalement la convention qu'ils ont signée, qui leur demande de respecter les valeurs fondamentales de notre démocratie. Et je le redis, et qui, au point d'accréditer des fausses nouvelles. Nous sommes dans un moment grave. Regardez ce qui s'est joué, y compris sur la Russie. Nous avons tout de suite, à Mediapart, publié une enquête de notre spécialiste Mathieu Suc sur ce que sont ces réseaux de l'État islamique. Pourquoi c'était eux, et c'est bien eux, par les canaux qu'ils ont publié. Et vous avez eu tout dessus, sur tous ces médias, toutes sortes de spéculations complotistes. C'est très dangereux, ça. Jean Lémarie. Mais les chaînes dont vous parlez, Edoui Plenel, mettent en avant un argument auquel vous allez être sensible, la liberté d'expression, toujours elle, mise en avant. Pour moi, en fait, cette discussion, elle est intéressante. L'enjeu, je pense, en ce qui concerne Bolloré et le groupe CNews et les chaînes et les chaînes de radio et de télé possédées par Bolloré, c'est sans doute le pluralisme et donc la liberté d'expression. Mais pour moi, en fait, là, l'enjeu, c'est la question de l'honnêteté de l'information. C'est-à-dire que les fréquences sont délivrées par l'autorité publique à ces empires, à cet empire Bolloré, doivent répondre à certaines conditions. Donc il y a effectivement la question du pluralisme, et il y a aussi la question de l'honnêteté de l'information. Et donc, comme disait Edoui tout à l'heure, pour moi, l'enjeu principal, c'est la question de l'effacement, aujourd'hui, de la frontière entre le vrai et le faux. Et de s'assurer que les chaînes qui obtiennent des fréquences garantissent l'honnêteté de l'information, c'est-à-dire la rigueur de l'information, et qu'on en revienne au journalisme et non pas à des chaînes qui diffusent la haine, qui diffusent les messages erronés, les fausses nouvelles. Et je pense que l'enjeu, il est davantage de ce côté-là que du côté de la liberté d'expression. Jean Lémarie. Mais qui peut être le juge de paix? Rappelez-vous Sibeth Ndiaye, quand elle était porte-parole du gouvernement, qui préconisait la création d'une autorité qui dirait quels étaient les bons et les mauvais journaux. Alors peut-être que c'est ça d'ailleurs qui sortira aujourd'hui de cette grande réflexion sur le journalisme qui est menée par l'Élysée. D'ailleurs, je ne sais pas, Edoui Plenel, si vous avez des informations sur Nous n'avons pas d'informations et nous avons une position démocratique conforme à tous nos engagements. C'est que c'est pas au président de la République de s'occuper d'organiser le contre-pouvoir. C'est comme si vous demandiez au pape de réformer la loi de 1905 sur la laïcité. C'est tout à fait totalement fou. La vraie question, encore une fois, c'est comment on se bat pour notre métier. Nous défendons un métier qui a un rôle en démocratie. Je ne vais pas faire on est sur France Culture, je peux me permettre cette référence. Hannah Arendt a toujours expliqué qu'un écosystème démocratique, c'est pas mon opinion contre la tienne. Si c'est mon opinion contre la tienne, c'est mon préjugé contre le tien, mon identité, ma communauté. C'est la guerre de tous contre tous. C'est un fameux texte, Vérité et politique. Une démocratie, c'est se donner les moyens de mettre au cœur du débat public ce rapport aux vérités de fait. Et donc là, nous avons un vrai problème aujourd'hui dans la dérive actuelle, tolérée par le pouvoir public. Monsieur Macron était encore dans le JDD hier, le JDD qui est fait en ayant viré toute une rédaction, avec une grève l'été dernier. Il n'a pas eu un mot pour les soutenir et il prétendrait répondre à nos problèmes. Ce devrait être le débat du Parlement et surtout de la profession. Donc c'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui. Mais alors, pourquoi Karine Fouteau, je vous repose la question, pourquoi dans ce cas-là y a-t-il un sentiment assez hostile au journalisme, à certains journalistes, ou en tout cas, on voit que ça monte de l'opinion, et il y a aussi une grande défiance vis-à-vis des médias. Comment vous l'expliquez ? Cette défiance, je pense qu'effectivement, elle existe et on la regrette, on la déplore. Nous, comme on se l'est dit tout à l'heure, on y répond par le renforcement du lien de confiance avec nos lecteurs qui passe par la question de l'indépendance, par la manière dont nous, Mediapart, on s'adresse en permanence, on pense toujours à nos lecteurs et on y pense à eux
aussi de manière physique, c'est-à-dire comment on organise des événements avec eux, comment on raconte la manière dont on travaille, comment on explique ce qu'on fait, comment on se justifie, parce que ça a été la révolution du numérique. C'est ce moment où les journalistes sont tombés de leur tour d'ivoire, de leur piédestal, moi j'ai travaillé aux Échos pendant 10 ans avant de travailler à Mediapart, où je suis arrivée en 2008 tout au début. Bon, j'ai reçu 3 courriers du lecteur en 10 ans. À Mediapart, on arrive, il y a des commentaires partout, des lecteurs qui sont là, qui vous interpellent, qui vous critiquent parfois. Et c'est très bon, ça, pour le journalisme, pour la vitalité de notre métier. C'est d'être, voilà, au ras des pâquerettes des citoyens. C'est de comprendre avec eux le monde et d'accepter que parfois, voilà, nous devons répondre de ce que nous faisons. Donc je pense que nous en sortons à Mediapart par ce lien très concret avec nos lecteurs, en pensant à eux, en les rencontrant et en expliquant la manière dont on travaille. Et les critiques, Edwy Plenel, qui sont adressées à Mediapart sur le thème, par exemple, d'un site qui se prend pour un procureur, qui considère qu'il a un travail qui ne relève pas du journalisme, mais qui relève d'un travail de juge ou de police. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse, elle est sur Mediapart, grâce à l'équipe, dans cette transition qui est un grand bonheur pour moi et qui se passe avec une grande douceur et une grande joie. Le passage de témoins des cofondateurs à l'équipe, entraînée par Karine Fouteau. Il y a un podcast qu'ils ont voulu faire autour de les enquêtes que j'ai fait dans ma vie et puis celles qu'on a fait ensemble à Mediapart. Et si vous allez sur ce podcast, toutes ces polémiques, tous ces noms d'oiseaux, etc. sont abordés. On n'est pas des procureurs, vous le savez bien. Le meilleur compliment qu'on reçoit à Mediapart, c'est quand des gens, et ils nous abordent d'ailleurs très physiquement, nous disent « je suis pas toujours d'accord avec vous, je vote peut-être pas comme vous, mais heureusement que vous êtes là ». La confiance, ça se gagne. La réponse à votre question sur la confiance, c'est à nous, journalistes, de la gagner. Nous avons créé Mediapart pour reconquérir cette confiance. Et notre travail, vous le savez bien, en 15-16 ans de Mediapart, regardez le nombre de questions, de dossiers, de révélations, de l'évasion fiscale à MeToo, et en passant de plein d'autres sujets, qui n'auraient pas été mis au cœur du débat public si tôt, sans les révélations de Mediapart. Alors effectivement, ces enquêtes, on les connaît, notamment Cahuzac. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez en 16 ans, Edwy Plenel, les enquêtes qui ont été menées que, a posteriori, vous n'auriez pas dû mener ou pas dû mener ainsi? À Mediapart, non. Il n'y a rien du tout que vous regrettiez? Ah non. Mediapart, c'est vraiment une histoire collective. On a tous des regrets. Non, mais à Mediapart, ce n'est qu'un bonheur, ce n'est qu'une joie. Vous savez, je l'ai dit à l'équipe, on termine la cérémonie des adieux là, avec vous aujourd'hui. Il y a eu plein de rencontres et je l'ai dit, vous savez, cette histoire collective nous a tous changés. Moi, je pense que je suis meilleur, je suis bonifié, et grâce à cette relation collective. On a vraiment... Les 3 cofondateurs journalistes, François Bonnet, Laurent Mauduit et moi, et avec la cofondatrice Marie-Hélène Smiéjean, on a tiré des leçons des grosses machines dans lesquelles on était. On a essayé de recréer quelque chose qui a aujourd'hui près de 140 salariés, où c'est vraiment un collectif où on arrive à se parler, on arrive à se modifier, on arrive à se contrôler, on arrive à s'améliorer et à se corriger. Et ça, c'est... Sincèrement, je n'ai pas d'autre mot que de dire que c'est un grand bonheur. Donc je n'ai pas de regrets, j'ai une grande joie, au contraire. Vous êtes comme votre ancien patron, vous n'avez pas de regrets, Karine Fouteau? Non, et comme vous lui, aussi, mais c'est une maladie. Ça doit être contagieux. Comme lui, je vis ce moment avec beaucoup de sérénité. Alors moi, j'aborde la mission avec un peu de modestie aussi, beaucoup de détermination. La succession d'Edoui, évidemment, c'est une énorme responsabilité. Mais c'est vrai que je sais pouvoir compter sur une équipe surmotivée à mes côtés et que ça me donne beaucoup d'élan. C'est quand même compliqué votre place, pas votre place personnelle, Karine Fouteau, mais celle de Mediapart, parce que dès lors que vous publiez des enquêtes qui sont évidemment des enquêtes engageantes sur la démocratie, vous êtes très surveillé, vous n'avez pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur.
Et alors ça, comment vous le vivez? On le vit en faisant bien notre métier. Et effectivement, on est habitué essaye à tous déranger. de bien faire notre métier. On est habitué, en fait, à déranger. Notamment, je réponds à ce que vous disiez tout à l'heure sur les anathèmes dont Mediapart est la cible depuis le début. On est constitué pour faire face à l'adversité à Mediapart. Et ça ne nous étonne pas. Mediapart est là pour déranger, pour mettre en cause certaines personnalités. C'est notre mission d'intérêt public qui est de placer les puissants et les gouvernants face à leurs responsabilités. Donc on n'est pas étonné de recevoir des attaques et des critiques. Voilà, ça fait partie de la carapace que nous constituons quand nous entrons à Mediapart. Alors l'une des évolutions de l'actualité est l'une des choses que l'on a vu surgir dans Mediapart de manière abondante, ce sont des enquêtes sur la vague MeToo, par exemple. Ça, c'est une spécificité que vous souhaitez poursuivre. Comment allez-vous faire à cet égard, Karine Fouto ? On en est très fiers, parce qu'effectivement, sur ce mouvement MeToo, on a même ouvert la voie à un champ d'investigation. Je vous remets en tête l'enquête Baupin qu'on a publiée en 2016. Donc Denis Baupin, élu écologiste qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc c'est le début de ces enquêtes que nous publions. Et nous ouvrons un champ, c'est-à-dire qu'ensuite, toute la presse, derrière, a repris cette idée que c'était intéressant de travailler sur les violences de genre. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en termes de méthodologie, où Mediapart a une rigueur incroyable dans sa manière de mener ce genre d'enquête, a aussi ouvert la voie et donc donné des références pour les autres. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, c'est que donc 2016, on est 1 an et demi avant le déclenchement de MeToo. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que Mediapart est en écho, en résonance avec le bouillonnement de la société. C'est-à-dire que Mediapart, c'est le journal de la société. C'est ce qu'on cherche à être. C'est ce qu'on cherche à faire. Et là, on montre qu'on est en phase avec quelque chose, un mouvement anthropologique quasiment qui est en train d'avoir lieu. Mouvement anthropologique, comme vous dites. Pardon, ce que vient de dire, je voulais juste dire, ce qu'on est nous transforme. Dans la beauté de cette transition, les 3 principaux postes à Mediapart, 4. Oui, c'est 4 personnes, mais les 3 principaux postes sont occupés par des femmes. C'est la première fois qu'un quotidien généraliste a une direction totalement féminine. Karine, présidente, Cécile Sour, directrice générale, et justement, Lénaïque Bredou, qui a mené cette enquête Baupin, et Valentine Auberti, son co-directrice éditoriale. Et donc là, vous avez parce que MeToo, on le sait tous, c'est pas seulement la question des violences sexistes et sexuelles, c'est une révolution anthropologique. Ça bouleverse en profondeur cette question, et la question qui politise la jeunesse, toutes tendances confondues aujourd'hui. Ça porte à l'incandescence la question de l'égalité. Donc, on n'avait pas calculé, on n'a pas dit on veut une direction féminine. Mais au bout du compte, ce sont ces femmes qui portent ça, qui aujourd'hui portent l'avenir de Mediapart. Très, très rapidement, Karine Fouto, de nouvelles décisions. Est-ce que vous allez lancer de nouvelles choses, de nouveaux chantiers ? On va renforcer notre couverture sur l'extrême droite, sur évidemment MeToo. On se renforce également en fait sur tous les champs qui ont à voir avec les attentes, les préoccupations d'une jeunesse, parce que c'est évidemment ça qu'on cherche à faire, à viser un public toujours plus large, toujours plus populaire, à faire en sorte que notre socle d'abonnés augmente, et c'est la jeunesse qu'on vise, qu'on cherche à attirer dans nos colonnes, à faire en sorte que ces personnes nous lisent et nous accompagnent. Merci Karine Fouto, donc nouvelle présidente et directrice de publication de Mediapart. Merci Edwy Plenel.